Carlos Alcaraz remporte Roland-Garros à tout juste 21 ans, au bout du bout, au bout de tout, guidé par son génie et ses limites, un joueur entier, fragile, total, qui cumule déjà 3 grands chelems sur 3 surfaces différentes, un monstre. Carlos, merci pour le tennis, déjà on peut commencer par ça, il y avait un air particulier autour de cette finale, on l'a senti, c'était lourd, c'était poisseux. L'ombre certainement aussi des géants, de Rafael Nadal, de Novak Djokovic, des 3 monstres, du Big 3. Forcément, on établit toujours des comparaisons, des ponts avec l'ère qui nous a précédés. On a vu une finale tendue, nerveuse, on va revenir en détail dessus d'ici quelques instants. Si vous avez aimé le travail qui a été effectué lors de ce Roland-Garros sur Service Volé, et si vous voulez suivre de la même façon Wimbledon, les Jeux Olympiques et l'US Open, n'hésitez pas à vous abonner, mes très chers goats, juste ici, à cliquer un pouce également sous cette vidéo, c'est super important pour continuer l'ascension de Service Volé et maintenir tout simplement cette chaîne en vie. On va juste parler très rapidement du tournoi dans sa globalité avant d'attaquer la finale en tant que telle. On a eu, les frérots, une première semaine giga intense, meilleure semaine de l'année en tennis je trouve, ça a été fabuleux, sublime. Un début de tournoi génial, Nadal éliminé d'entrée, alors ça c'était forcément un grand moment, un moment fort, même si ça a été légèrement tamisé je trouve par le manque d'émotion de Rafa qui est projeté sur la suite, sur les Jeux Olympiques, sur éventuellement une fin de carrière où il pourrait réaliser quelque chose de sympa, donc c'était un peu entre deux eaux cette histoire. J'ai trouvé les sessions de nuit, mais pas sur le Châtrier, sur les autres cours, génialissime, vraiment. Des ambiances folles. Lors de la première semaine, on a eu des matchs de zinzin complet. Le Swiatek Osaka qui est le meilleur match féminin de la quinzaine, un banger, vraiment un magnifique match, l'un des 5-6 meilleurs matchs de la saison, hommes et femmes confondus. Rune Koboli aussi, moi je retiens, j'ai trouvé ce match complètement fou, le super tie-break de Rune, assez légendaire, et puis il faut parler bien sûr de l'arc Djokovic, qui a marqué au fer rouge le tournoi, je trouve, surtout sur la séquence Musetti-Cerundolo, ça a été fou. Encore le grand animateur du tournoi, hein, mine de rien, quoi qu'on en dise, à 37 ans, avec le niveau de jeu, avec les scénarios des matchs, épiques contre Musetti, avec les dramas. Il y a toujours tout avec Novak. Novak, il délivre très sérieusement et on espère le revoir évidemment dès Wimbledon. L'opération a l'air de s'être bien passée, donc on n'est pas encore exactement sûr. Est-ce que ça va prendre 3 semaines, 4 semaines? Mais voilà, moi je reste quand même assez optimiste par rapport à Novak, qui regardait la finale avec ses enfants. D'ailleurs, on a vu un post sur Instagram. Il y a eu aussi le débat sur le public, très chaud. Trop chaud, j'avais fait une vidéo spéciale dessus. Et c'est marrant à quel point ce sujet tend les gens. Les gens sont tellement tendus avec ça, avec les incivilités, avec la manière parfois de la nouvelle génération de s'exprimer sur les matchs. Un nouveau public aussi qui a une nouvelle manière d'appréhender, de supporter, de vraiment intégrer pleinement le spectacle sportif. C'était un sujet de fond intéressant lors de ce Roland-Garros. Malheureusement, je trouve que la deuxième semaine n'a pas été au niveau, comme souvent en Grand Chelem. Des matchs qu'on attendait beaucoup, qui se sont révélés décevant, légèrement décevant, vous placez le curseur où vous voulez. Le match le plus impactant à ce niveau, c'est le Alcaraz-Sinner, ce qui fait que ce tournoi, pour moi, c'est un 7,5 sur 10. Je veux bien votre avis d'ailleurs dans les commentaires sur ce que vous avez pensé du tournoi, de cette finale en particulier également, comment est-ce que vous avez ressenti cette quinzaine qui a été ultra compacte, ultra dense. On attaque mon analyse de la finale, mais avant ça, un big up à mes Winamax de Winamax qui m'ont accompagné sur toute la quinzaine à Roland-Garros. Elle vous a été livrée en grande partie grâce à Winamax qui m'a aidé du début à la fin du tournoi. Je les en remercie, c'est un soutien qui est très important. Et le tennis, vous le savez mes très chers goats, ne s'arrête jamais. Il y a toujours des tournois. Dès demain, on passe sur le gazon, c'est assez incroyable. On aura 2 tournois, notamment chez les hommes avec Stuttgart. Vous voyez déjà, il y a des matchs. Mardi, il y aura le Andy Murray versus Riron. 1,50 Andy Murray sur gazon, c'est une cote qui peut éventuellement se tenter. Vous avez le lien dans la description, ça vous êtes au courant. Jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de Paris Sportif de la Leyenda. Offre exclusivement réservée aux adultes. On aura également dès demain, par exemple, du match à Sertogenbosch sur le gazon hollandais avec un Arthur Fils, Arthur Cazot, pas piqué des Antons. Mais la meilleure cote, c'est VDZ versus McDonald. VDZ qui a voulu arrêter le tennis il n'y a pas si longtemps que ça, après sa défaite contre Fognini à Roland-Garros. Alors là, il y a peut-être un petit coup à jouer. Allez, retour à la vidéo avec mon analyse tactique du match entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, la finale de Roland-Garros 2024. Une finale qui a commencé avec pas mal de tension. On s'en est rendu compte très tôt, il y avait une nervosité des deux côtés. Ça s'est manifesté par exemple avec une double faute de Zverev, 2 doubles fautes même pour commencer le match. Mais ça va être un prêté pour un rendu, double faute pour Carlos Alcaraz sur le jeu suivant, 2 énormes
énorme décentrage, et ça a été un thème global du côté de Carlitos, je trouve pas mal de décentrage. Alors il s'est plaint, on va en parler d'ici quelques instants, de la terre battue, pas assez de terre battue manifestement derrière la ligne, c'était aussi la plainte de Novak Djokovic, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il s'est blessé au niveau du genou. Bref, des breaks immédiats. Une fois cette turbulence passée, Alcaraz qui va vraiment prendre le match en main, je trouve, et notamment grâce à des +1 très créatifs. On sent qu'il y a un flow créatif extraordinaire du côté de Carlitos sur la première manche. Il est surprenant, ici par exemple on est dans une zone défensive, vous voyez il est en extension, il va quand même réussir à trouver une petite amortie, donc déroutant. Et stratégiquement, on a tout de suite compris qu'il y avait une clé tactique majeure pour Carlitos, c'était la variété, la mixité sur le revers de Zverev. Il était impératif pour Carlos Alcaraz de ne jamais donner la même balle à manger à Alexander Zverev, et ça a été difficile pour lui parce que il a eu des moonballs, il a eu des frappes tendues, un peu plus bombées, il a eu des slices. Il a eu du mal à se mettre dedans parce qu'il n'avait pas cette cadence qu'il adore. Mais une fois cet orage passé, Alexander Zverev qui va passer la vitesse supérieure, je trouve que sur le set numéro 2 et numéro 3, on a vu Prime Zverev. Une qualité de service ahurissante, j'allais dire épouvantable, 83% de première, 80% derrière, et ce qui fait que, eh bien, Carlos Alcaraz, si j'y arrive avec cette flèche, Carlos Alcaraz qui est à 4 mètres de la ligne de fond, qui est désactivé, qui n'est plus dans les zones de création, les zones qu'il adore. Mais ce qu'on va observer surtout dans la deuxième manche, je trouve, c'est à quel point le niveau de Carlitos est sinusoïdal, ça vous le savez, c'est quelqu'un qui a du mal à tenir son niveau max, et en vérité, il a remporté Roland Garros sans quasiment jamais jouer son niveau max. C'est ça qui est fou. 3e grand chelem en carrière, tout juste 21 ans, et là, sur tout le tournoi, j'ai pas vraiment un match référence du début à la fin. Certes, vous allez me dire le match contre Tsitsipas, mais même dans le deuxième set, il y a un trou d'air, il y a toujours des trous d'air avec Carlitos. Et c'est là aussi où tu te dis, la marge de progression, elle est sidérante, quoi. Après, est-ce que c'est pas inhérent à son style de jeu, à sa fougue, à sa variété, d'avoir plus de déchets? Et donc pour revenir sur cette palette, Alcaraz qui propose un niveau beaucoup plus flottant, et je trouve que le niveau moyen global de Zverev, sauf à la fin du match, était vraiment très élevé. Ici, une balle encore une fois satellisée. Zverev qui va continuer à maîtriser le match à cet instant de la partie, je trouve avec plus de volume également, plus d'agressivité. Il va attaquer plein fer, plein champ le coup droit d'Alcaraz, donc le maintenir en position défensive, et surtout il va mettre beaucoup de volume, ce qui fait que Carlitos va avoir beaucoup de coups droits à jouer au niveau de la ligne d'épaule, au niveau de la tête, parfois plus haut, et c'est par exemple ce qu'on a vu entre Swiatek et Paolini hier, par exemple. Un lift énorme sur des gabarits assez compacts. Bon, Carlos Alcaraz, il fait quasiment 1m80, donc c'est pas non plus un joueur de petite taille, même si dans les standards actuels, ça l'est de facto, mais voilà, je trouve que Zverev a mis plus d'impact, d'agressivité, et il a utilisé ce lift à très bon escient. L'un des moments clés de la partie, et qui aurait pu coûter très cher à Carlos Alcaraz, c'est dans cette position, il mène 5-2 dans la 3e manche, mais il est tout le temps, quasiment, sous pression derrière son service, c'est très difficile pour lui d'avoir des points gratuits. Il est à 60% derrière sa première sur le set numéro 3, donc c'est famélique, c'est quasiment 1 point sur 2 perdu. Et là, je trouve qu'il va s'emmêler les pinceaux. On sent qu'il est pas bien positionné, alors pas que sur ce point-là, il va se retrouver dans des zones un peu improbables, on sent qu'il y a une certaine tension à cet instant, et il se fait des briques. Et un peu comme face à Yannick Sinner, je trouve qu'à cet instant précis, Carlitos, il va sortir de son match, il va s'énerver un peu bêtement, il va se dire, bon, il n'y a pas assez de terre battue à l'arrière du court, il va s'en plaindre à Renaud Liechtenstein, il va lui dire, mais on joue sur dur ou sur terre battue, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à garder cette compacité mentale. Et Zverev, qui est le cafard ultime du tennis, qui lui va forcément capitaliser là-dessus avec ses éternels volumes qui vont gêner Alcaraz. Mais ce 3e set mal négocié sur sa fin ne va pas trop prêter à conséquence parce que Carlos Alcaraz va s'envoler sur la fin du match. Alors on voit quand même que Zverev sur le service c'est moins bon, ça pousse moins. Je pense que physiquement il était un poil émoussé sur la fin de la partie. Il va mal juger un slice défensif de Carlitos et là un passing tétanisant pour Alcaraz pour faire le break. Et là ce qui est marrant à ce stade du match c'est que donc, Carlos Alcaraz mène 4-1, on sent que physiquement il est en train de prendre le dessus, mais il n'y a pas ce sentiment de il est en train de s'envoler, ça va être facile, il va remporter le match aisément. Non, tout est un peu difficile, accroché, c'est âpre, il y a beaucoup de balles de break à sauver, et en plus, ici, il est traité au niveau de la cuisse gauche, il y a un MTO, mais en face, c'est un Alexander Zverev qui va s'effondrer, et notamment sur sa pierre angulaire, son service, il est simplement à 59% de première balle sur le 4e set, 46% derrière pour le coup qui est son arme massue, fétiche. Il va se faire breaker 3 fois sur le 4e set, et c'est dans le 5e set, dans la moiteur du combat, que Carlos Alcaraz va être très malin, je trouve. Il va demander à Alexander Zverev, bah écoute, t'as l'air en difficulté là, qu'est-ce qui se passe?
eh bien à toi de faire le jeu. Donc il va faire voilà, des petites séquences avec des balles intermédiaires, un peu mollassonnes, et il pose la question, clairement, à Zverev. Il lui dit, mais vas-y, c'est à toi d'y aller, c'est à toi d'attaquer. Donc il va l'aspirer au filet, une volée next-gen, j'ai envie de dire, ici dans cette position. Mais tout devait être difficile dans ce match pour Alcaraz et même dans ce tournoi. La préparation aussi qui a été laborieuse, compliquée avec son avant-bras droit. Et là donc on a une deuxième balle qui va juste un tout petit peu accrocher la ligne. On était à 0,40 sur ce jeu, donc potentiellement un débreak pour Zverev. Ça aurait pu tout changer dans la dynamique, même si on sentait quand même que pour Zverev c'était difficile au niveau physique. Donc ça va accrocher la ligne un tout petit peu. Alcaraz qui va réussir à tenir ce jeu et qui va parvenir à enchaîner dans des moments de tension ultime, intense, avec les fameux 3C que Carlitos adore, la caboche, le cœur et les roustons. Ici par exemple, donc il va voilà, aller au filet, il va terminer ça avec une volée bien claquée sur une balle de débreak. Et une fois la tête passée devant, Carlitos qui va achever la bête Zverev avec son génie, sa créativité. Ici, petit coup de patte léger, paf, pour la disposer juste en claquant le câble et hop, ça passe, double break, et Alcaraz qui va réussir à terminer le boulot. Bon, je vais pas vous mentir là, j'ai un train dans quelques minutes, donc je suis pas bien du tout là. Il faut que je mette en ligne la vidéo et que je parte à fond là pour le récupérer, donc je vous embrasse, je vous retrouve à 11 h pour le mag sans filet et très vite sur Service Volé. Portez-vous bien,